19h, Yarana, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité ce soir, ils montent au créneau et s'insurgent contre les accusations infondées selon eux des surfeurs. Les plongeurs soupçonnés de pratiquer du shark feeding réfutent ces allégations. Il ne sera plus nécessaire de partir en Nouvelle-Calédonie ou en métropole pour passer le permis D. Dès l'année prochaine, la société de réseau de transport en commun sera dotée d'un bus auto-école pour répondre aux besoins urgents de chauffeurs qualifiés. L'objectif du dépistage est de pouvoir diagnostiquer un cancer à un stade précoce pour favoriser les chances de guérison. C'est le message que souhaite faire passer la Ligue polynésienne contre le cancer à son congrès d'oncologie. À l'heure où plus de 500 cas sont diagnostiqués chaque année, poumons, prostate, sein, ce sont les principales tumeurs qui touchent les Polynésiens. Le docteur Richard Mallet, chirurgien urologue à l'hôpital privé de Francheville à Lyon, nous apporte son éclairage ce soir. Nous serons en direct depuis le CHT de Taoné avec Stéphane Ratino et Nicolas Suir. La saison tahitienne de surf est bel et bien lancée et elle est intense. Les surfeurs ont retrouvé leur spot. Les conditions étaient au top pour réaliser les plus belles figures sur des vagues de 4 mètres. Et enfin, notre Aïfenois rencontre ce soir avec Stéphane, un quinquagénaire originaire des Australes qui a choisi de bâtir sa vie au Tuamotu depuis plus de 20 ans. Retour sur l'accident qui s'est déroulé à la pointe des pêcheurs samedi à Punaouia. Un jeune homme a été blessé par un requin-tigre. Il est en tout cas persuadé. Les surfeurs de Sapinus sont convaincus que les clubs de plongée pratiquent encore le shark feeding, interdit en Polynésie depuis plus de 4 ans. Mais les plongeurs réfutent catégoriquement ces allégations. Le point avec Cybèle Plichard et Jérôme Lee. L'atmosphère est lourde à la pointe des pêcheurs. Les surfeurs sont encore sous le choc. 3 jours après l'accident, Hakahei se souvient parfaitement de cette rencontre douloureuse. Il n'a pas vraiment voulu m'attaquer, mais j'ai vu le requin au dernier moment. Et c'était à ce moment-là que j'ai levé mon pied. C'était un genre de réflexe. Et là, il m'a bousculé tout le haut. Et je le voyais juste là. L'aileron était juste là devant moi, à 20 cm. Je pouvais même le tenir, l'aileron. 13 points de suture qui font monter la colère des surfeurs et des riverains. Le shark feeding, ou nourrissage de requins, ferait toujours partie des habitudes. Les clubs de plongée sont d'office désignés coupables. Nous, on pense que c'est ça, parce que depuis 4-5 ans, il y a vraiment plus de bateaux, beaucoup de clubs de plongée qui ouvrent, beaucoup de clubs de plongée qui viennent la nuit. Devant la maison, vers le PK16, il y en a qui viennent au large. On constate un requin-tigre aussi vers le récif devant la maison. Pour vous, quelle serait la solution en fait? Ils aillent là-bas au milieu, là. Il y a de la place. Oui, mais s'ils ont besoin de travailler avec leurs clients et pour qu'ils voient ce spot aussi. Je ne sais pas s'ils viennent travailler, mais pour moi, c'est mieux qu'ils vont là-bas au milieu. De laisser la place là, même à Tapuna. Un jour, si jamais on va bouffer un surfeur à Tapuna, qu'est-ce qu'on va dire? Sauf que la pointe des pêcheurs abrite 5 spots de plongée reconnus. Parmi eux, le plateau aux tortues, les 3 pitons ou la source. Des promesses de rencontres avec la faune sous-marine. Mais contrairement à d'autres sites de Tahiti, ici le nourrissage n'aurait jamais été pratiqué. Ce plongeur se souvient plutôt d'un épisode récent significatif de la tension qui règne sur le site. Le plongeur est descendu. L'apnéiste est descendu et il a montré son poing, donc bon ça peut arriver, mais il a pointé son harpon et ça effectivement c'est un petit peu plus dangereux dans le dialogue qu'on peut avoir avec les plongeurs. On peut comprendre, s'il y a un souci, le mieux c'est de discuter. Pour cette base nautique de la côte ouest, le dialogue doit absolument s'instaurer pour permettre une cohabitation saine. C'est sûr qu'il y a une pression sur ce site, clairement. Donc je peux comprendre qu'une certaine partie des gens de la pointe des pêcheurs soient fious un petit peu de cette situation. Mais par contre, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? Comment on peut réglementer le site et pour travailler tous ensemble, pour vivre tous ensemble et que ça se passe le mieux possible. Et en tout cas, il n'y a pas de shark feeding selon vous? Pour moi, il n'y a aucun shark feeding et j'invite tous les gens qui disent le contraire à aller porter plainte et à le prouver. Car le code de l'environnement est formel. En Polynésie française, les requins sont protégés depuis 2006 et la réglementation en matière de shark feeding renforcée depuis 2017. Dans un communiqué, le syndicat polynésien des centres de plongée l'affirme, aucun club ne s'adonne au nourrissage, et ce, depuis plus de 4 ans.
Et de son côté, la mairie de Poudaouia envisage une médiation dans les prochains jours. L'augmentation du SMIC de plus de 3 000 francs entre le 1er décembre 2021 et le 1er mai 2022 pour 16 000 salariés. Une hausse toujours bienvenue, mais pas forcément suffisante compte tenu de la forte hausse des prix de certains produits et de l'immobilier notamment. Juliane Favnek et Jacques Damour ont rencontré un salarié qui vit avec un salaire minimum et qui peine à vivre décemment. Regardez. Heremwana est livreur. De 5h du matin au début d'après-midi, il travaille à Motuuta pour un grand groupe de Tahiti. Après un CAE, il est en CDI depuis février avec un salaire minimum, le SMIC. Soulagé d'avoir un emploi, le jeune homme n'en est pas pour autant serein. C'est un peu dur quand même. Hein. La vie ici, c'est cher. Si tu veux vivre, il faut payer aussi quand même avoir de l'argent. Et là, en ce moment, je pense qu'avec l'augmentation des prix et tout ça, on a quand même un peu de mal à vivre. Hein. Avec le prix de l'immobilier aussi qui n'est pas forcément abordable pour nous, hein, les gens qui gagnent le SMIC. Hein. Du coup, ça nous oblige à vivre chez nos parents. Hein. Moi, perso, je vis chez mes parents. Hein. C'est ça. Mes parents ils m'aident beaucoup aussi pour la bouffe, tout ça. Le SMIC a été augmenté une première fois en décembre de 2%, puis une seconde fois le 1er mai. Aujourd'hui, il est donc à plus de 150 000 francs. Mais en parallèle, l'inflation a elle aussi subi une envolée de plus 3,37%. Du coup, rien ne change. Seule solution, travailler plus. La meilleure chose pour moi, ça serait de baisser les prix des marchandises là, alimentaires et d'augmenter le SMIC. Parce que même là, comme ça, en vivant chez mes parents, tout ça, c'est dur pour moi de faire des économies aussi. Là, je suis en train de passer aussi le caris, tout ça, des trucs complémentaires pour m'aider dans ma voie actuelle. Là. Et voilà, après, je ne vois pas d'autres choses à faire, il faut faire tout. Hein. Si les secteurs du tertiaire ou de l'industrie sont les plus rémunérateurs, la construction est loin derrière. Ici, on commence avec le SMIC, forcément, avant de se spécialiser. Mais les salaires évoluent peu et le travail ne court pas les rues. Il faut savoir que depuis 2017, on a été gelé jusqu'à présent. Alors pour moi, les 2%, ça ne suffit pas. Si on veut faire un calcul, les 2%, tu multiplies par 5, c'est-à-dire depuis 2017 jusqu'à présent, normalement, il faut une revalorisation du SMIC à 10%, en gros. Il faudrait que le gouvernement puisse se pencher sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y ait encore plus de travail. Mais à l'heure actuelle, nous savons tous qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail. Rappelons qu'en métropole, le SMIC équivalent du SMIC est de 196 369 francs, bien supérieur à celui de la Polynésie française. Et les éleveurs de porc obtiennent gain de cause. Le gouvernement revalorise le prix de la viande de cochon. Il n'avait pas été augmenté depuis 2013. Pour se faire entendre auprès des autorités, souvenez-vous, les acteurs avaient décidé de suspendre leur livraison à l'abattoir de Papara toute la semaine dernière. Les chauffeurs de bus sont une denrée rare. Cela fait 5 ans que plus aucune auto-école ne dispense de formation au permis D. Un apprentissage possible uniquement au RSMA qui forme une dizaine de conducteurs seulement chaque année. Pour pallier ce manque, la société du réseau de transport en commun se dote d'un bus auto-école pour remplir ses rangs prioritairement. Stéphane Ratino, Patita Savia. Cela fait 3 mois que Manouari a signé son contrat de travail. Une aubaine pour ce jeune de Faha en vue de tracer un chemin professionnel. À la sortie du service militaire adapté, l'employeur l'attendait. À la tête d'une entreprise de 240 bus et 300 employés, Xavier est toujours à la recherche de main-d'œuvre. L'absence de formation l'inquiète. Alors, il y a plus d'1 an, il a commandé un autobus pour faire auto-école. Aujourd'hui, quand on discute avec certains jeunes, il y en a beaucoup qui sont intéressés par cette filière, transport en commun. Mais aujourd'hui, ils sont un peu bloqués où il n'y a pas du tout d'auto-école qui le fait. Et qu'est-ce que vous avez décidé d'acheter, un bus auto-école ? Oui, la société a décidé d'investir dans un bus auto-école pour débloquer un peu la situation. Dans ce cas, les auto-écoles pourront éventuellement, via une convention de partenariat, louer le bus et ouvrir la filière qui permettait vraiment de débloquer la situation. Comme ça, on ne pourrait pas dépendre uniquement du RSMA. Pour l'instant, à défaut de place au RSMA, la seule solution pour les jeunes du pays est d'aller à Nouméa, passer le permis. Rien que le prix du voyage en éloigne la perspective. En fonction de la situation tendue du fret, l'arrivée du bus école est a priori prévue pour la fin de l'année. Manouari sait que d'autres jeunes attendent. Ce travail demande et sérieux et ponctualité et il peut convenir à bien des postulants.
C'est un métier qui est sympa, qui est plaisant? Ouais, quand même, hein. Faut aimer coder, il faut aimer discuter avec les gens. Voilà. Et tu crois que s'il y a un bus école, il y a plus de jeunes qui vont tenter de partir vers ce métier-là? Ouais, pourquoi pas. Surtout pour la suite, pour l'entreprise, hein, pour les jeunes aussi qui veulent travailler. Ainsi, un bus école nommé Désir. Beaucoup de jeunes ne veulent pas rester sur le quai de l'emploi. À attendre, alors, rouler jeunesse. On ne le dira jamais assez. La détection d'un cancer à une phase précoce de son développement augmente considérablement les chances de réussite du traitement. Elle repose sur le dépistage, mais aussi sur l'éducation des patients au diagnostic précoce. Pour améliorer les chiffres déjà alarmants, le Comité polynésien de la Ligue contre le cancer organise un congrès d'oncologie rythmé par des conférences principalement dédiées aux professionnels du Fénois. Pour les animer, 3 médecins experts sont en Polynésie. Nous rejoignons tout de suite Stéphane Ratino au CHT de Taoné. Stéphane, vous êtes avec l'un d'eux, Richard Mallet, chirurgien urologue spécialiste des cancers du rein, de la vessie et de la prostate. Et cela tombe bien car le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme. C'est vrai, Ayata, bonsoir à tous. Effectivement, le cancer, c'est un combat ici mené sur le territoire. Vous parliez évidemment du cancer lié à la prostate, mais c'est 600 cancers qui sont dépistés chaque année. Là, vous le voyez, c'est le colloque, hein, c'est une conférence consacrée au cancer du sein, dédiée aux professionnels, parce que également la formation est un élément clé justement pour lutter contre le cancer. Vous parliez justement de la prise de conscience des patients sur le fait d'aller voir les docteurs dès qu'on a un doute. Eh bien, on va en parler tout de suite de ce dépistage avec le docteur Mallet, venu spécialement de Périgueux. Bonsoir, docteur Mallet. Merci d'être avec nous. Le dépistage, c'est la question clé pour se tirer de ce mauvais point qu'est le cancer. Absolument. Aujourd'hui, il est fondamental de dépister les maladies le plus tôt possible. Plus la maladie est dépistée tôt, plus les traitements seront légers, moins il y aura recours à la chimiothérapie qui a très mauvaise presse, effectivement. Maintenant, plus le traitement est fait tôt, plus on peut faire des traitements tels que l'immunothérapie. C'est une révolution qui a permis de guérir les gens, qui permet d'avoir peu d'effets indésirables. Il n'y a plus cette chute de cheveux. Donc aujourd'hui, il faut, dès les premiers symptômes, venir. La présence de sang dans les urines, par exemple, pour l'aspect urologique, évoque une tumeur de vessie. Il faut consulter systématiquement. Mais malheureusement, certaines maladies n'ont pas de symptômes. Et donc c'est sournois. Et donc il faut aller voir son médecin régulièrement dès l'âge de 50 ans pour faire des dépistages. La prostate notamment, on en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé effectivement, mais il y a d'autres maladies qui nécessitent des dépistages, donc il faut absolument consulter son médecin. Docteur Mallet, est-ce qu'on apprend à savoir le langage de son corps? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut justement intuiter? Alors, effectivement, on peut ressentir les choses. Il est évident que quand on a des douleurs, il faut pouvoir consulter pour pouvoir mettre un mot sur la douleur. Mais avant tout, aujourd'hui, il faut quand même faire confiance aux médecins également et consulter les médecins. Et moi, je vous invite à venir samedi matin à 9h. On va pouvoir tous évoquer les différents cancers qui nous importent, et notamment le cancer du poumon avec le professeur Mazierbe. Le docteur Spinman nous parlera du sein comme il parle ce soir aux confrères. Et moi, je parlerai du cancer de la vessie, du rein et de la prostate. Ouais, ce sera à la mairie de Piré pour être exact sur le lieu de rendez-vous, mais on voit à travers la conférence du docteur qu'il y a beaucoup de progrès, c'est-à-dire que même la chimiothérapie a tendance à être un peu moins invincible qu'elle ne l'était naguère. On l'a évoqué tout à l'heure, l'immunothérapie, c'est une révolution. Aujourd'hui, on se sert de son propre corps, on réveille des cellules qui sont en train de dormir pour les mettre en exergue, pour lutter contre la tumeur. Et là, en l'occurrence, donc c'est son propre corps, dont vous parliez tout à l'heure, qui va être l'outil de traitement. Donc il y a moins d'effets indésirables, il n'y a plus la chute de cheveux. Donc il ne faut pas avoir peur de consulter dans tous les cas, dès qu'on a un doute. Donc n'ayez pas peur, c'est le message qu'on peut envoyer à la population. Dépister, c'est vraiment la clé pour guérir. Et puis n'oubliez pas, samedi 9h, mairie de Piré, 3 professeurs, 3 docteurs pour vous parler de 3 formes de cancer, pour tout savoir et agir au plus vite. Bonne soirée. Merci Stéphane Ratino et Nicolas Suer pour ce point en direct depuis le CHT de Taoné. On continue d'en parler demain. Julien Mazierbe, spécialiste en pneumologie, sera l'invité café de la matinale radio. L'obésité infantile également est une préoccupation majeure des pouvoirs publics. 43% des élèves âgés entre 13 et 17 ans sont en surpoids, dont 20 au stade d'obésité. Pour lutter contre ce fléau, un nouveau dispositif va voir le jour dans les établissements scolaires. École et CJA en santé est un concept de l'OMS adapté à la Polynésie. Ce label, basé sur 10 thématiques, sera intégré dans les programmes. Thierry Delmas, directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation, nous en dit plus au micro de Nicolas Suir.
L'idée qu'on avait avec le ministère de la Santé et de la Prévention, c'était de faire une zone expérimentale, Moréa et un petit peu Punaouia, de l'expérimenter, de le parfaire aussi, parce qu'il fallait le faire évoluer en fonction des retours du terrain. Et au bout d'un certain nombre d'années, avec effectivement la petite pause de la pandémie, on s'est aperçu qu'effectivement les compétences des élèves augmentaient, l'absentéisme baissait, le poids des élèves, parce qu'on mesurait on mesurait le poids des élèves. Tout ça faisait qu'il y avait une évolution. Les élèves étaient plus reposés, perdaient du poids, étaient plus attentifs. Donc on s'est dit, c'est une démarche qui fonctionne, donc on va la généraliser à travers ces labellisations, 38 établissements qui vont être labellisés dans le mois à venir. Et les élèves des Marquises ont désormais la possibilité de passer le brevet d'initiation à l'aéronautique, jusqu'ici réservé aux établissements secondaires de l'archipel de la Société. Cette avancée, Lille la doit à un professeur de technologie du collège. Christophe Corvillo le propose aux élèves de 3e et de seconde. 10 adolescents se sont volontairement inscrits pour découvrir de manière concrète les notions essentielles du métier. Une visite de l'aérodrome de Nukuhiva a été organisée. On écoute ces 2 élèves interrogés par Marie Curva. Ce que j'ai préféré durant cette journée, c'est le tour de contrôle et autour. Moi, pareil, mais j'ai préféré avoir vu l'atterrissage de l'avion pour voir comment ça se passe, vue de la tour. Et c'est tout. À noter que l'examen aura lieu au mois de juin. Je vous le disais, la saison tahitienne de surf est bel et bien lancée et elle est intense. La vague mythique de Te Ahupu'o s'est encore dévoilée pour le plus grand plaisir des passionnés et des amateurs de glisse. Herevei Hoata sur des images de Tim Pruvot. L'alerte est à son maximum dans la passe de Have Air. Et pour cause, une houle de sud-sud-ouest parfaite pour le spot et provoquant des vagues faisant minimum 4 mètres de hauteur. Des conditions qui ont duré 3 jours, de quoi ravir le gratin du surf et époustoufler les spectateurs, nombreux à avoir fait le déplacement. Il y a notre amie qui est venue ici. Du coup, elle nous a dit qu'il fallait voir ça. On était obligé de venir. On était obligé de venir. Et donc, elle vous a dit quoi? Qu'est-ce qu'il fallait venir voir? Explique-moi un petit peu. Les grandes vagues et comment les gens surfent dessus. C'est vraiment la perfection, les vagues déjà en Polynésie et vraiment le Chopo, ça n'a rien à voir avec les autres vagues. C'est vraiment toute une énergie différente, quoi. Et ouais, je commence à y aller un petit peu et j'aime beaucoup. La vague mythique, connue et reconnue dans le monde entier, est certes majestueuse, mais le spot de Have Air reste l'un des plus dangereux au monde. Des fois, quand elles arrivent, elles doublent un peu. Du coup, ça aspire toute l'eau sur tout l'eau sur le récif et ouais, c'est un peu chaud à partir quand même. Il faut nager fort. Ça rigole pas. Tu sais que tu mets ta vie en jeu. Les mecs à l'eau, c'est que des gladiateurs. Je pense que les gens se rendent pas compte des risques qu'on prend. En une seconde, on peut crever, quoi. Et c'est pas un jeu. Moi, quand je vais à l'eau, je sais que c'est peut-être mon dernier moment. Donc, je pense vraiment à profiter au maximum de ça et tu profites vraiment de la nature. La deuxième houle de la saison a tiré sa révérence, mais avis aux fans de glisse et de sensations fortes, la belle vague de Te Ahupu'o devrait reprendre du service d'ici 2 semaines. Enfin, à Ahé, rencontre ce soir avec Stéphane Mhi, 51 ans. Ce travailleur polyvalent dans une ferme perlière, l'une des rares à avoir survécu à la crise économique provoquée par le coronavirus, a bâti sa vie sur cet atoll des Tuamotu. Originaire des Australes, il y vit depuis plus de 20 ans pour le climat et la qualité de vie. Voici son histoire sur des images de Marcel Bonneau. C'est un métier qu'il connaît du bout des doigts. Depuis plus de 10 ans, Stéphane travaille dans la perliculture. Auparavant apprenti, c'est un vrai professionnel aujourd'hui.
J'ai travaillé dans plusieurs fermes perlières et j'ai tout appris sur le tas. Le nettoyage des nacres, le perçage. J'étais polyvalent. Après une journée de dur labeur, Stéphane, grand adepte du travail, rejoint sa cocoterie. Il y a plus de 20 ans, ce quadragénaire abandonne les champs de taro de Rurutu pour les eaux turquoises des Tuamotu. Je suis arrivé dans les années 80 avec ma sœur. C'est elle qui m'a amené ici pour l'aider dans sa ferme perlière. Et je n'ai plus jamais quitté l'atoll depuis. J'aime la vie au Tuamotu. La copraculture, une manière d'arrondir ses fins de mois. Ce sont 21 sacs qui sont récoltés pour améliorer son quotidien tous les trimestres. Avec cet argent, j'achète de la nourriture pour manger uniquement. Malgré un confort sommaire, Stéphane apprécie sa vie dans ce petit paradis qu'il a accueilli. L'information principale de ce journal, un congrès d'oncologie pour insister sur l'importance du dépistage précoce dans la prise en charge des cancers. 500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Une conférence à destination du grand public se tiendra le samedi 7 mai à 9h à la mairie de Pirée. Avec la présence d'un traducteur en tahitien, ce sera l'occasion d'échanger avec la population sur le sujet, de vulgariser les avancées scientifiques dans le traitement et surtout d'insister sur les bénéfices du dépistage précoce, particulièrement en ce qui concerne les cancers du sein, des poumons et de l'appareil urinaire. La première vous propose, comme chaque mardi soir, un rendez-vous avec l'emblématique acteur américain Shemar Moore, puis un film français de science-fiction. Tahiti Info s'intéresse demain au coup de gueule des foyers d'accueil. On prend le large pour clore cette édition. On se quitte sur ces fabuleuses images capturées à Tiahupo. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.